RDC. Il ne faut pas rêver. Hein. Donc voilà, quand vous me parlez de la classe politique congolaise, je reprends l'exemple de Madame Bazaï. Bah oui, comment voulez-vous qu'on fasse confiance à des gens comme ça? J'ai vu d'ailleurs, j'étais un peu, ça m'a fait légèrement sourire quand j'ai entendu des Congolais qui l'ont accueilli là-bas à Londres dire oui, Aza Maman, Toyambi, Aza Maman, mais Kozala moi si Aza garanti à Mouté Mamala Mouté? Est-ce que Kozala moi si Aza garanti que Oza Mouté Mamala Mouté, que Oza compétente, Koza non? Kozala moi si Yendenga Zawana, est-ce qu'à l'axi na makambo ya lobi bomoni kaza na solution pour Namboka wana? Na uto yeb sabino mboka eza occupé, yazo yeb sabino mboka ni ba élection to respecter constitution. Non seulement ça, yepeka comme tazo lobanini il faut tolanda, il faut azo senga nani Kengo azo transition, Kengo to yebi kaza rwandais, azo travailler pour na ba intérêt ya Rwanda, yé azo bunda azo prôner que Kengo nde a konza gouvernement ya transition, mais ça va pas la tête. Et non seulement ça, hein. Parlons bien. Qu'est-ce que Bazo reproché n'est pas Kabila? Balobi Kanambe ou Kabila fin. Hein? Balobi que Kanambe azo sala glissement. Hein? Baboy glissement. Mais Bato Babanda ko glisser avant Kanambe Bazali. Kengo en tête. Comme par hasard, Madame Bazaï devient amnésique, elle se rappelle plus tout ça. Là. Hein? Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons que vous répondrez à nos questions sans langue de bois. Madame Okeke, bienvenue à notre plateau. Merci à vous. Compte tenu de vos responsabilités, vous n'êtes plus à présenter. Que je sache, sauf si vous êtes là ce que je le fasse, je le ferai. Mais écoutez, je peux au moins ne fût-ce que dire deux mots. Je suis directrice de cabinet du président national de la Pareco, M. Norin Gwanda. Et voilà, c'est un peu membre de la Pareco depuis plus de 10 ans, je crois. Activiste depuis au moins 10 ans aussi, donc voilà. Vous êtes connu pour ça, hein, parce qu'avant vous étiez dans Toponi Congo, je pense. Tout à fait, j'étais la cofondatrice oui, de l'association Toponi Congo, avant que j'entre dans la Pareco. Oui. Mais qu'est-ce qui a occasionné ces changements en fait, de partir de Toponi Congo à la Pareco? Écoutez, je pense que le fait d'avoir lu en particulier le livre du président Honoré Ngwanda, justement, je crois que je l'ai là, oui, crime organisé en Afrique centrale, pendant que j'étais encore dans Toponi Congo, je pense que n'importe qui lit ce livre se rend vite compte de la gravité de la situation du pays. C'est-à-dire que le livre a été publié en 2004 et nous on a créé l'association Toponi Congo au début de l'année 2005 et moi je faisais des piges pour M. Bazakana avec Ben Magazine et donc on avait eu interviewé M. Norin Gwanda et j'avais assisté aussi à une de ses conférences et ce qu'il exposait déjà à l'époque, donc en 2004, montrait la gravité de la situation. Donc à un moment donné, en étant juste dans une association comme Toponi Congo ou quelque part il y a peut-être des réalités qui nous échappaient, on ne disposait pas non plus du réseau de renseignement dont dispose M. Norin Gwanda. Et c'est difficile, et ça il l'a assez répété d'ailleurs maintenant, mener le combat que nous devons mener pour libérer notre pays sans avoir un réseau de renseignement, c'est comme conduire à l'aveuglette, quoi. C'est juste bon pour aller vite tomber dans un trou. Et donc ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que j'ai trouvé que je pensais être plus efficace en étant dans une structure comme la Pareco, et surtout avec le leader qui est M. Norin Gwanda, plutôt que de rester simplement dans l'association. Mais je pense que bon, Toponi Congo, j'aurais bien aimé que ça continue, parce que bon, c'était une autre façon de mener le combat qui était aussi utile. Mais bon, malheureusement, ça s'est un peu arrêté juste après mon départ. Mais voilà, enfin, je ne regrette pas d'avoir été dans la Toponi Congo. Merci. Compte tenu de l'actualité, nous allons aborder quelques sujets. Hein. En fait, il y a 4, 5, 6 points à peu près que nous allons aborder avec vous. Okay. J'aimerais en tout cas vous entendre clairement dans mes questions, faire répondre clairement à mes questions plutôt, parce que je pense que le peuple attend de vous beaucoup. Et vous en avez conscience, je suppose. On fait ce qu'on peut. Alors, nous allons commencer par parler du dialogue, hein. Enfin, disons, il y a le dialogue qui entraîne évidemment le glissement, et on va parler par la suite du gouvernement de transition. Alors, pour faire simple, que pensez-vous du dialogue convoqué par la majorité présidentielle au Grand Tchadji? Écoutez, je pense qu'en ce qui nous concerne, nous, en tant que les résistants, c'est vraiment pas un sujet d'actualité pour nous.
le pays est occupé, c'est quand même assez étonnant que des personnes qui sont dans une situation comme la nôtre aillent s'asseoir pour aller échanger avec celui qui sert de pilier au système d'occupation, à savoir celui qui se fait appeler Joseph Kabila, qui en réalité s'appelle Hippolyte Kanambe, et de voir cette classe politique aller se mettre autour d'une table, etc. Bon, c'est quand même assez lamentable. Et puis ce qui est assez paradoxal, c'est de voir surtout l'UDPS qui a été un peu presque un des moteurs de cette histoire, enfin avec la majorité, ceux qui se disent majorité présidentielle, après avoir nié des tractations avec la majorité présidentielle, finalement, bon, on a parlé d'Ibiza, on a parlé de Venise, etc. Ils avaient d'abord nié, ils avaient dit que l'appareil racontait n'importe quoi, etc. Puis finalement, il s'est avéré que c'était vrai. Et puis voilà, ils se sont engagés dans cette histoire-là. Mais je pense que ce que les Congolais doivent retenir, surtout, c'est d'abord d'éviter d'aller souvent sur le terrain de ceux-là. Parce que ceux-là, je veux dire, les occupants et ceux qu'ils utilisent justement pour asseoir le système d'occupation. Aujourd'hui, l'UDPS est une des clés dans ce système d'occupation, puisque l'UDPS aujourd'hui, à travers notamment Félix Tshisekedi et apparemment son père, puisque bon, lui on ne sait jamais trop qu'est-ce qu'il dit réellement, qu'est-ce qu'il pense réellement, mais on voit plus souvent son fils. Donc à travers ces personnages-là, le gouvernement d'occupation a des acteurs qui sont là pour les aider à avancer dans leur plan. Donc, le plan, c'était le glissement en particulier. On a vu ce qui s'est passé. Dès le départ, l'UDPS est venu faire un peu le VRP ou à essayer de vendre les vertus d'un dialogue avec les occupants. Et finalement, en disant qu'ils n'étaient pas pour le glissement, etc., ils ont trouvé toutes les formules possibles pour faire croire aux Congolais qu'à travers ce dialogue, les Congolais pourraient avoir la maîtrise de la situation. Mais il s'avère de toute évidence que ce ne sont pas les Congolais qui ont la maîtrise de la situation, c'est bien le gouvernement d'occupation. Ils leur ont fait faire ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kanambe a obtenu son glissement. Et l'UDPS n'a été qu'une en tout cas à travers les acteurs de l'UDPS, ils n'ont été que des marionnettes. Et nous l'avions déjà annoncé, puisqu'il y avait le plan, on a parlé du plan Mokolo, etc. Tout ce que Kanambe essayait de faire pour pouvoir obtenir son glissement. Avec ce dialogue, ils y sont arrivés. Ils ont fait traîner les choses en longueur pour dépasser les dates fatidiques où on aurait dû commencer entamer le processus électoral. On a vu toute la comédie qu'il y a eu autour de la date du 19 septembre. Maintenant, c'est toute une comédie autour de la date du 19 décembre. Mais à vrai dire, il ne se passera probablement pas grand-chose. Parce que le problème qu'il y a là, si vous prenez quelqu'un comme Félix Tshisekedi toujours, vous verrez qu'à un moment donné, il avait dit, en gros, il est contre, par exemple, le soulèvement populaire. Or, nous avons en face de nous quelqu'un comme Kanambe qui ne mise que sur ses armes pour pouvoir mater la population. Alors quand on a, dans ceux qui se disent opposants, on a des gens comme Félix Tshisekedi, avec tous ces liens qu'il a, on a vu la danse qu'ils nous ont donnée, là, Passinao, Passinara, donc il a des accointances à la fois avec Katumbi, avec Kamere, etc. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est Kamere et tout le monde commence à comprendre le rôle qu'il jouait réellement au service de Kanambe, mais ça n'empêche que ces trois-là ont des liens. On a appris comment alors Katumbi aujourd'hui se retrouve avec l'UDPS, mais on a appris via quelqu'un comme Franck Diongo, on a appris que Katumbi avait quand même acheté une résidence à Kamere, au même Kamere en Grèce, etc. Donc il y a une espèce de... Donc tous ces gens-là sont liés entre eux. Ils sont en train de poursuivre le même objectif, celui de préserver le système en place. Alors aujourd'hui, qu'on nous dise dialogue, mais le dialogue a un glissement comme on avait alerté. Dans le groupe, dans le rassemblement, on a des gens qui sont contre le soulèvement populaire, qui vous disent qu'on va arriver en décembre et puis on va essayer de faire en sorte que l'alternance, comme ils disent, se fasse en douceur, mais je ne sais pas, n'importe qui a un peu de jugeote voit bien que Kanambe n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit en douceur si on essaie de le faire quitter le pouvoir. Donc tout ça, en gros, l'UDPS
à travers cette histoire de dialogue, ils ont joué le rôle qu'ils ont toujours joué depuis très longtemps. J'espère que nos frères congolais commencent à s'en rendre compte. L'UDPS a été utilisé par ceux qui sont derrière le système d'occupation. Ils utilisent à certains moments, on a utilisé l'UDPS pour pouvoir gérer les Congolais, les contestataires, ceux qui paraissaient être plus récalcitrants au schéma que les Occidentaux essaient de nous donner. Je prends juste pour essayer de faire court, je prends juste au moins un ou deux cas. Donc si on prend à l'époque pour les élections de 2006, les Congolais étaient un peu récalcitrants. L'UDPS est venu comme un chien qui va pousser du bétail vers l'abattoir ou vers l'enclos. L'UDPS est venu pour dire aux gens, enrôlez-vous, enrôlez-vous, enrôlez-vous. Une fois qu'ils ont rempli leur rôle, ils se sont mis à côté. Ils ont commencé à jouer les contestataires, mais ça c'est pour pouvoir gérer les autres contestataires, ceux qui étaient encore contre l'enrôlement, ceux qui étaient encore plus récalcitrants. Ils se positionnent après, ils se mettent dans une position qui leur permet de faire en sorte que ceux qui sont derrière le système d'occupation en RDC ne perdent jamais la main. C'est ce qu'ils ont fait à ce moment-là, c'est ce qu'ils ont commencé à faire encore là. Ils vous disent, on va au dialogue, oui, bon, ils posent des conditions, etc. Mais une fois que le dialogue est validé, qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui s'engagent là-dedans, y compris même l'Église catholique, malheureusement, l'UDPS se repositionne dans le camp de ceux qui sont toujours récalcitrants et ils continuent à les gérer. Et là, en l'occurrence, comme il y a des gens comme nous, les résistants, qui sont en train de prôner le soulèvement populaire, y compris s'il le faut par la force, évidemment, pour faire partir Kanambe, ils se mettent dans une position où ils vont pouvoir atténuer le discours de la résistance. Ils sont toujours là pour saboter de l'intérieur. Et ça, les Congolais risquent de l'apprendre encore à leurs dépens. Très bien. Mais moi, je veux dire, à vous entendre, en fait, le dialogue a été un stratagème pour Joseph Kabila. Tout à fait. Rester au pouvoir. Oui, tout à fait. Alors, avez-vous de preuves sur ce que vous avancez, parce que c'est grave quand même sur l'UDPS, l'UDPS, pardon, à propos de ses accointances avec le pouvoir d'occupation? Bah, écoutez, regardez, je pense que maintenant on a suffisamment de recul pour se rendre compte de quel jeu a joué l'UDPS. Regardez, on commence même à Sun City. Avec qui l'UDPS est enclin à faire des alliances? Vous prenez l'exemple de Sun City, ils ont servi de marchepied à qui? À Roubaix-Roi. Donc, quelqu'un qui est enregistré au HCR comme réfugié rwandais. Non seulement qu'ils ont fait alliance avec lui et qu'ils l'ont propulsé jusqu'à aller à devenir vice-président en charge, pas de n'importe quel secteur, la défense, la sécurité, etc. C'est-à-dire, c'est qu'ils ont pleuré après l'impérium, on cherche l'impérium, mais ils ont donné l'impérium aux étrangers. Ils ont donné, à Sun City, l'UDPS a permis que l'impérium tombe dans les mains du Rwanda via le RCD Goma. C'est ce qu'ils avaient déjà fait à l'époque. Ça, je veux dire, il n'y a pas besoin de preuve particulière, la preuve, elle est là. Regardez l'UDPS quand il y a des Banamboka qui veulent s'allier à eux. En 2006, ils n'ont jamais pu s'allier à MLC, comme par hasard. Ensuite, quand nous-mêmes, la Pareco, nous avons essayé de leur tendre la main, essayer de faire quelque chose, ne fût-ce qu'un rapprochement, y compris avec le général Monene, c'était ici à Paris. Voilà, donc 3 mouvements, je vous dis, voilà, tout le monde a vu, ça a été tout de suite, dès que ça a commencé à prendre forme, ils ont encore été là pour comment dire, cette espèce de rapprochement à capoter du fait de l'UDPS. Ils sont même allés plus loin, je peux même donner un petit détail. Comment vous pouvez imaginer quelqu'un, un parti politique qui se dit fille aînée de l'opposition, pour un moment aussi important où on essaye de rassembler des partis, des mouvements politiques, des Congolais, parce que là il n'y avait pas des gens bizarres, là on ne sait pas trop d'où ils viennent et tout ça, on était entre Congolais. Même pour un moment aussi important, vous vous rendez compte que même la salle, ils n'ont même pas voulu payer, que c'est la Pareco qui a dû payer leur part, l'ARP a payé sa part. Eux, ils n'ont même pas payé, ils ont commencé à me faire des jeux là, il y a les lozonga lobby, des trucs comme ça, là et tout ça. Et c'est nous qui avons fini par payer leur part. C'est pas grave. Mais il y a des choses comme ça qui montrent quand quelqu'un accorde de l'importance à quelque chose ou pas. Quand on cherche à saboter une action ou pas. Vous vous rendez compte même dans des situations comme celle-là. Donc ils ont encore montré à quel point ils ne cherchaient pas cette alliance. Par contre,
on les a vus en photo, Tshisekedi avec Kengo. Hein, il y a, comme s'il allait se jeter dans les bras de Kengo. Tout le monde sait qui est Kengo. Kengo est rwandais. Kengo, il fait partie du Tutsi Power. Et ça fait des années qu'il travaille contre les intérêts de la RDC ou du Zaïre. Et pensez-vous qu'il y a intérêt à parler de la nationalité de Kengo, sachant qu'il a travaillé par le passé avec le gouvernement du Zaïre, enfin je dis pendant les décennies. Ben, c'est vrai que les Congolais à la base, ils avaient rien contre, ils auraient pu nous dire qu'ils avaient rien contre Kengo. Il est effectivement rwandais, polonais, etc. Mais il se trouve que malgré que beaucoup de Congolais l'ont accepté pratiquement comme Congolais parce qu'il a vécu longtemps chez nous, mais Kengo travaille pour le Tutsi Power. Aujourd'hui, considérer Kengo, le considérer pour un Congolais, ben c'est un peu se mettre dans l'erreur, hein, parce qu'il ne travaille pas pour les intérêts congolais. Donc ça, c'est un fait. On va pas se le cacher, parce que si on se le cache, c'est comme si on commençait à se tirer des balles dans le pied. Pour pouvoir vaincre, arriver à bout de la situation dans laquelle nous sommes, nous devons absolument identifier toutes les personnes qui sont là en train de travailler pour les intérêts de ceux qui nous combattent. Quelqu'un comme Kengo, désolé, mais voilà, c'est une réalité. Donc, et donc, quand je parlais de l'UDPS, on les voit plus facilement aller faire des alliances avec, entre dans les périodes précédentes, on les a vus plus facilement essayer de faire des alliances, même avec Kamere, hein, plutôt que d'essayer de se mettre avec quelqu'un comme Onorengwana. Le président de la Pareco, il a tendu la main plusieurs fois. Ça n'a jamais abouti parce que nous défendons, nous nous battons contre l'occupation. Je vous mets au défi de me dire à quel moment, depuis ces années-là, où Tshisekedi a dénoncé l'occupation. Ce sont des gens qui sont aujourd'hui comme des personnes qui ont des bracelets électroniques. Hein. Il y a une limite qu'ils ne peuvent pas franchir parce qu'ils ont des accointances avec Kigali. Quand ils ont fait leur alliance avec Roubaix-Roi depuis Sun City, etc., ben, ce sont des gens qui sont rentrés en accointance depuis longtemps avec Kigali. Aujourd'hui, ils ne pourront jamais aller trop loin. Ils ne vont pas défendre, ils vont pas dénoncer l'occupation parce qu'ils n'en ont plus. Ils se sont trop compromis. Merci. Alors, que vous inspire l'hypothèse d'un deuxième dialogue, sachant que les chefs d'État réunis à Luanda ont déjà acté le processus de glissement? Écoutez, ça concerne ceux qui s'intéressent au dialogue avec des occupants. Nous, on n'est pas concernés par ça. En plus, parlons-en, Luanda. Qu'est-ce qui s'est passé à Luanda? D'abord, qui était à Luanda? Je vais prendre 2-3 exemples. Parce que les Congolais qui avaient le regard tourné vers cette rencontre, en espérant qu'il pourrait en ressortir des solutions pour la RDC, ben je pense qu'ils sont en train de se mordre les doigts, mais il y avait déjà tous les éléments qui montraient qu'il fallait rien attendre. Je prends l'exemple, d'ailleurs, malheureusement, c'est vrai que c'est les erreurs que commettent certains de nos compatriotes en espérant des choses de ce genre de rencontres, ça vient beaucoup de cette classe politique, les opposants en particulier, qui sont en train de nourrir les Congolais de chimères. Vous prenez l'exemple de quelqu'un comme Museveni qui devait aller là-bas. On l'a utilisé comme médiateur à Kampala. Il y avait un sommet à Kampala. Hein, et on a eu quand même des gens de la classe politique congolaise qui ont pu croire que quelqu'un comme Museveni on pouvait l'accepter comme médiateur alors que c'est un des artisans de l'occupation et du processus de balkanisation à RDC. Donc il était à Luanda. Vous prenez le cas de quelqu'un comme Zuma. Mais ça fait un moment, lui, il est en train de piller la RDC avec l'aide de Kanambe. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il aille s'en prendre à... Il est en train de piller dans quel domaine, en fait? Bah, écoutez, il a des intérêts économiques en RDC, des exploitations, même sont des proches à lui qui sont impliqués dans l'exploitation du pétrole, etc., en province orientale, etc. Enfin bon, on pourra toujours avoir à les développer, mais Zuma aujourd'hui, il a des intérêts financiers en RDC, y compris dans la province de l'Équateur, etc. On a des éléments là-dessus dont on vous fera sûrement part dans les jours qui viennent. Donc quelqu'un comme Zuma travaille contre les intérêts de la RDC. Vous prenez, alors il y a eu une situation qui pourrait presque faire rire, mais vu la tragédie que nous vivons, il y aurait presque de quoi en pleurer. On a vu des gens faire la queue pour aller à Brazzaville, pour aller en considérant M. Sassou Nguesso comme médiateur.
Et ces gens vous disaient, nous cherchons la démocratie en RDC, et c'est M. Sassou Nguesso qui devait faire la médiation entre cette classe politique un peu complètement perdue maintenant, et cette classe politique et Kanambe. Excusez-moi, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a à Brazzaville, on est en train de faire vivre une vraie démocratie? Franchement, il faut avoir vraiment des sacrés œillères à la place des yeux pour espérer que M. Sassou Nguesso va donner des leçons de démocratie à quelqu'un comme Kanambe. Mais on a vu cette classe politique qui a voulu faire croire aux Congolais qu'en allant à Brazzaville, on pourrait avoir une solution. Mais il faut arrêter de rêver. Et je finis par celui qui accueillait les politiciens à Luanda, M. Dos Santos. Excusez-moi, je prends un exemple. Bon, une approche historique. À l'époque du CIAT, donc c'était le comité international d'accompagnement de la transition. Il y avait un groupe de chefs d'État, de pays qui étaient censés nous aider pour la transition, donc en 2006, là, et l'Angola en faisait partie. On a organisé des élections à cette époque-là. Il y a eu des bureaux de vote dans des coins comme Kaemba. Pourquoi les élus, ceux qui sont sortis qui ont été votés à Kaemba, les élus qui représentaient cette zone-là, pourquoi ils sont allés siéger dans le Parlement congolais et pas dans le Parlement angolais? L'Angola qui était là, au moment où on était en train de mettre des bureaux de vote dans cette coin-là, pourquoi ils ne se sont pas levés pour dire mais non, on ne mettait pas des bureaux de vote? Ils étaient là, comité, ils étaient censés accompagner la transition et veiller à ce que les élections se déroulent bien. S'il y avait eu erreur au moment où on mettait en place les bureaux de vote, pourquoi ils ne se sont pas levés pour dire mais non, vous êtes sur le territoire angolais? Ils ont laissé faire. Et c'est après qu'on apprend que non, Kaemba fait partie de l'Angola. Évidemment, Kanambe, c'est pas lui que ça va déranger, ça fait partie du deal. Il vend ce qu'il peut pour pouvoir rester au pouvoir et s'assurer certains alliés. Voilà ce que l'Angola a pu faire aux Congolais, sans compter l'exploitation du pétrole qui se fait à leur guise, évidemment en complicité avec Kanambe et au détriment des Congolais. Vous voyez, donc, quand vous voyez cette panoplie de personnes qui se réunissent à Luanda pour soi-disant trouver des solutions pour la RDC, mais il ne faut rien en attendre. Ce sont des alliés objectifs de Kanambe. Donc voilà, il faut être naïf ou corrompu pour penser que de Luanda, il pourrait ressortir quelque chose de positif pour les Congolais. Il faut arrêter de rêver. Nous savons que les élections n'auront plus lieu tout de suite. Elles sont prévues, je pense, pour 2018 par là, sinon 2021, je ne sais pas trop. Alors, comment la PARICO, enfin, imagine un gouvernement de transition en attendant que les précautions soient prises pour organiser des élections dignes et fiables? Un gouvernement de transition dans le contexte actuel? C'est une question. Les gens se posent, Oui, le problème aujourd'hui, la RDC est un pays occupé. La RDC est un pays occupé, donc le régime en place n'est pas là pour préserver les intérêts des Congolais ou préserver la souveraineté de l'État congolais. Le système en place est là pour piller le pays et garder notre pays sous l'emprise des occupants, donc le Rwanda, l'Ouganda, etc. Donc aujourd'hui qu'il y ait un gouvernement de transition, ce sera une transition vers quoi? De l'occupation vers l'occupation. Aujourd'hui, la priorité des Congolais, c'est pas des élections. C'est pas un gouvernement de transition qui va soi-disant préparer des élections. D'ailleurs, parlons-en des élections dans un contexte comme celui-là. On a du mal à comprendre cette classe politique qui se lève pour faire croire aux gens qu'il faut aller aux élections, que ça va apporter une solution. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'occupation. On a sorti, si les gens vont sur le site de la PARICO, ils verront, on a tout un détail là sur comment nous avons été infiltrés au niveau des institutions, aussi bien dans l'armée, dans la police, etc. Il y a tout un organigramme et tout, de la manière dont ça fonctionne chez nous, comment les Rwandais fonctionnent chez nous. Enfin, le Tutsi Power en particulier. Donc, parce que là, il y a les Rwandais, mais il y a ceux qui gèrent réellement le pays, etc. Donc, quand on regarde tout ça, et qu'on nous dit, voilà, on va faire, parce que j'ai entendu dernièrement Madame Bazaïba, de passage à Londres, qui reconnaissait que le pays était occupé, mais qui disait qu'il fallait respecter la Constitution. Mais le problème, on n'a pas un problème constitutionnel actuellement. Le problème que nous avons, c'est l'occupation.
Si je prends l'exemple de la France, au moment où ils étaient occupés, on a carrément mis la République entre parenthèses. On a d'abord libéré le pays, et ensuite on est allé, après on a commencé à exercer le pouvoir voilà, dans un contexte qui s'y prêtait. Aujourd'hui les Congolais, on ne comprend pas, la situation ne permet pas qu'on aille aux élections. Et surtout quand on entend la classe politique congolaise, on pourrait leur demander, puisque Mme Mazaïba par exemple qui reconnaît les élections et qui reconnaît l'occupation, si les élections pouvaient permettre la fin de l'occupation, puisqu'elle reconnaît le problème, si les élections pouvaient permettre la fin de l'occupation, qu'elle nous dise pourquoi en 2006, en 2006, l'occupation ne s'est pas terminée, en 2011 pareil, on a déjà eu 2 scrutins électoraux, et l'occupation non seulement ça perdure, mais on a de plus en plus des signes qui montrent que voilà, la pieuvre qui est en train de qui s'est installée en RDC ne fait qu'étendre des tentacules, etc. Donc vous voyez cette classe politique avec ses errements, ses tâtonnements, sa corruptibilité, puisque en fait le fond c'est quand même ça aussi. Écoutez, ils oublient que nous, les Congolais, chaque minute qui passe dans ce pays-là, chaque seconde que nous perdons, ce sont des vies que nous perdons. Alors quand eux, ils sont en train de se dire tranquillement qu'ils veulent aller encore en gouvernement de transition, enfin d'abord un deuxième dialogue, ensuite un gouvernement de transition, et ensuite des élections en 1900, je sais pas, en 2000, je sais pas combien, ils n'ont que faire de la vie des gens. Vous imaginez ces gens quand ils vont aller, même à l'Est là-bas, pour aller faire campagne, mais les personnes qu'ils auront en face d'elles vont leur dire quoi? Écoutez, messieurs, mesdames, on espère être vivants le jour des élections. C'est notre priorité. Vous voulez nous parler des élections, vous allez faire campagne, mais est-ce qu'on sera vivant ce jour-là? C'est la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est la sécurité des Congolais. Mais ces gens-là, que vous prenez même quelqu'un comme Fayoul ou de passage ici, mais c'est une honte qu'il ose dire qu'il ose minimiser l'importance de l'identification des Congolais. Ça faisait partie des préalables déjà à Sun City. Ça faisait partie des 5 préalables avant d'organiser des élections. On devait recenser la population, parce qu'après tout, c'est vrai, nous sommes en RDC, ceux qui doivent voter sont des Congolais, mais qui est Congolais qui ne l'est pas? Le système actuel qui fait qu'il suffit d'avoir une carte d'électeur pour être considéré comme Congolais, mais attendez, c'est bon, c'est facile, hein. Tout le monde devient Congolais quand il veut, on le voit. Et évidemment, c'est fait à dessein, puisque les Rwandais qui essaient de récupérer, ou même les Ougandais qui essaient de récupérer l'Est de la RDC, ils ont besoin de ce type de stratagème pour pouvoir faire entrer un maximum de population rwandaise en RDC à l'Est. Comme ça, à terme, ils vont pouvoir demander l'autodétermination. Tous ces éléments se trouvent dans les livres de M. Honoré Ngwanda. Donc si vous me demandez des preuves, je recommande aux gens de prendre le temps de lire. Celui-ci par exemple, donc Crime organisé en Afrique centrale, mais dans le dernier livre qu'il a sorti aussi avec M. Mbeko, donc Stratégie du chaos, tout ça, donc tous ces éléments sont là. Les Congolais sont un peu paresseux, souvent ils aiment pas trop lire, mais voilà, les preuves sont là. Et je peux vous dire que des documents comme celui-là, surtout en plus il y a beaucoup d'annexes, des preuves justement, des correspondances entre Robert Roy, James Kabarebe, etc. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils étendent tous les stratagèmes qu'ils sont en train de monter justement pour pouvoir occuper de plus en plus notre pays et tout ça. Il y a plein d'éléments. Ce livre est sorti, personne ne l'a contesté. On a vu Kagame porter même plainte contre Charles Onana à un moment donné par rapport à ce qu'il avait écrit par rapport au Rwanda, mais ils n'ont jamais osé porter plainte contre le président de la Pareco. Tous les éléments qui sont là, tout ce qu'on a pu dénoncer et contre les Clinton, parce qu'ils sont impliqués aussi dans ce qui se passe chez nous, etc. Rien n'a été dénoncé. Donc, personne n'a porté plainte. Donc tous ces éléments, voilà, si on me demande des preuves, les preuves sont là, il suffit de lire. D'accord, les preuves sont dans le livre, effectivement, mais vous semblez ne pas faire confiance à la classe politique congolaise. Et avec qui comptez-vous diriger si jamais vous prenez le pouvoir? Écoutez, il faut rester optimiste, hein. On a quand même 70 millions de Congolais, a priori ça fait 70 millions d'options. Hein. Donc pourquoi se cantonner à une petite poignée de personnages qui apparemment ne maîtrisent pas la situation, font du tâtonnement? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, si le pays devait être libéré par des élections, eh ben, on le saurait déjà depuis 2006-2011. Or, ce n'est pas le cas. Et quand vous les entendez parler, ils n'ont aucune solution. Vous pouvez leur demander comment vous comptez libérer le pays. Ils vous disent d'abord, ils vous parlent que des élections, mais les élections ne libéreront pas le pays.
La priorité aujourd'hui, c'est de prendre les choses à bras le corps. Donc eux, je suis désolée, ils sont disqualifiés, c'est clair. Et quand vous voyez, il y a tellement d'éléments maintenant qui montrent comment ils sont en accointance les uns avec les autres. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on prend seulement le scénario là, ceux qui nous ont fait la comédie de la danse, là, pas Sinayo, pas Sinangai. Alors, vous avez quelqu'un comme Diongo qui soutient Katumbi, qui vous dit que Kamere n'est pas fiable. Comment il s'appelle, Katumbi lui-même, bon, par son propre oncle, on apprend qu'il les en vient. Mais il y en a qui veulent encore s'accrocher à lui, on se demande pourquoi. Donc pour eux, les origines, etc., non seulement qu'il les en vient, mais en plus, son épouse qui est rwandaise, elle pourrait être une rwandaise, enfin, rwando-burundaise, tutsi rwando-burundaise. Bon, il peut y avoir des tutsi rwando-burundaises qui ne s'occupent pas de politique, qui ne cherchent pas forcément des noises à la RDC, mais malheureusement celle-là, elle fait partie des personnes qui gèrent les intérêts de Kagame en RDC. Alors, quand vous voyez quelqu'un comme ça, dites-moi, monsieur, si par hasard, monsieur Katumbi, bon, a supposé qu'on lui accorde cette nationalité congolaise dont il se revendique alors qu'il ne l'est pas, à supposer qu'il arrive aux affaires, vous pensez qu'il va arrêter sa femme? Vous pensez que, parce que c'est un agent de l'occupation, elle, hein, faut pas rêver, hein. Donc elle fait partie du Tutsi Power, hein. Vous les avez vus même pendant l'affaire qu'il y a eu avec le garde du corps américain, là, etc., qui s'était fait arrêter et tout. Celui qui a été les défendre, c'était qui? C'était Azarias Roubert. Vous dire à quel point le Tutsi Power, ça fonctionne bien entre eux. Et vous pensez que des gens comme ça vont venir défendre... Katumbi, Ruberois... ils sont tous en accointance, tout à fait. Tout à fait. Ah. Donc voilà, ce ne sont pas ces gens-là qui vont venir mettre un terme à l'occupation de la RDC. Il ne faut pas rêver. Hein. Donc voilà, quand vous me parlez de la classe politique congolaise, je reprends l'exemple de Madame Bazaïba. Oui, comment voulez-vous qu'on fasse confiance à des gens comme ça? J'ai vu d'ailleurs, j'étais un peu... ça m'a fait légèrement sourire quand j'ai entendu des Congolais qui l'ont accueilli là-bas à Londres dire oui, Aza Mama, Toyambi, Aza Mama, mais Kozala moi si Aza garanti à Mouté Mamala Mouté? Est-ce que Kozala moi si Aza garanti que Oza Mouté Mamala Mouté, que Oza compétente, Koza... Non. Kozala moi si Yendenga Zawana, est-ce qu'à l'axi Namakambo à Lobi, bon, moi ni Kaza na solution pour Namboka wana? Occupé, il respecter constitution. Non seulement ça, yepeka comme tazo lobanini, il faut tolanda, il faut azo senga nani Kengo azo transition, Kengo to ebi kaza rwandais, azo travailler pour n'aba intérêt ya Rwanda, yé azo bunda azo prôner que Kengo nde a konza gouvernement ya transition, mais ça va pas la tête. Et non seulement ça, hein. Parlons bien. Qu'est-ce que Bazo reproché n'est pas Kabila? Balobi Kanambe ou Kabila, enfin, hein? Balobi que Kanambe azo sala glissement, hein? Baboy glissement. Mais bateau babanda ko glisser avant Kanambe Bazali, Kengo en tête. Comme par hasard, Madame Bazaï devient amnésique, elle se rappelle plus tout ça, là, hein? Non, mais attendez, vous voyez, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, ces gens sont disqualifiés. Je vais revenir sur Madame Kienge. Qui est pas rwandaise? Qui ça? Madame Kienge. Kienge, c'est Kienge, elle s'appelle la dame dont tu venais de parler. Non, Bazaïba, non, la première, l'autre. Non, j'ai parlé de l'épouse de Katumbi. Il y a l'épouse de Katumbi, il y a une autre dame entre-temps qui s'appelle Madame Cécile Kienge. Cécile Kienge, ça c'est la katangaise qui est en Italie. En Italie, oui, c'est celle-là. Elle aussi, elle est katangaise plutôt congolaise. Hein, oui, elle est, en tout cas à ma connaissance, elle est katangaise, mais elle travaille pour les intérêts de Katumbi. Ça, oui. Voilà, donc elle ne travaille pas pour les intérêts des Congolais, non. Alors, et comment il s'appelle déjà? Vital Kamere dans tout ça. Dites-nous un mot parce que vous semblez connaître tout le monde. Vital Kamere, nous avons fait sur le site de la Parico, il y a largement de quoi se documenter sur ce monsieur. Nous l'avions dit depuis longtemps qu'il travaillait pour les intérêts, il défendait les intérêts de Kanambe, il l'a prouvé. Hein, toutes les comédies qu'il a pu mener avant, je pense que ça ne sert même à rien de revenir là-dessus, puisqu'aujourd'hui, même ceux qui nous donnaient tort hier, apparemment, ils ont enfin retrouvé la vue, là, et voilà, tout le monde sait que Kamere, il travaille pour le compte de Kanambe. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je développe, mais sinon, les gens peuvent aller sur le site de la Parico, on a largement de quoi faire, entre son problème d'arbre généalogique qu'il n'a toujours pas fourni, hein, il s'étudie dans toutes les langues.
puisqu'il parle toutes les langues nationales de la RDC, il s'étudie dans toutes les langues, y compris le Kinyarwanda, hein, dont il n'a toujours pas dit où est-ce qu'il a été l'apprendre, puisqu'en RDC, il n'y a pas d'école où on apprend le Kinyarwanda. Donc voilà, enfin bon, lui, franchement, ça ne sert plus à rien d'en parler là. Hein. Très bien, bah, alors parlons de l'alternance. Bah, c'est un mot qui résonne nécessairement dans toutes les têtes, en fait, hein, dans les têtes des gens qui sont préoccupés par le problème congolais. Alors, qu'est-ce que ce mot signifie pour vous? Qu'est-ce que vous entendez? Je dis simplement alternance. Mais écoutez, ça n'a pas de sens dans un pays un pays occupé. Nous nous parlons de l'alternative. Ceux qui veulent l'alternance, ils veulent rester dans un système. Et dans le système, on change de pion. Voilà. On avait un pion qui s'appelait Kanambe, on a envie de mettre un pion qui s'appelle Katumbi, et éventuellement un pion qui s'appellerait Roubewa, puisque lui aussi se positionne, il est dans ses rêves, là il imagine qu'il pourrait aussi diriger la RDC. Voilà, donc l'alternance c'est ça, c'est dans le même système, le régime d'occupation, on change juste de pion. Et malheureusement, la classe politique que nous avons là, ils sont dans cet état d'esprit d'alternance, c'est-à-dire on ne change pas le système. C'est-à-dire que Bisengimana reste là, Uruguiza reste là, tous ces gens-là, Nyarugabo, etc., tous ces gens-là doivent rester là, et puis on fait juste une redistribution de postes. Voilà. Or ça veut dire que le pays reste occupé, ça veut dire que d'ici peu l'Est va partir, ça veut dire que le pays risque d'être balkanisé. Voilà, donc ça, c'est ça, ceux qui se battent pour l'alternance, c'est ça. Nous parlons, la Pareco, la résistance, nous parlons de l'alternative. L'alternative, ça veut dire qu'on change de système, ça veut dire qu'on arrête avec le régime d'occupation. On fait comme ce qui s'est fait par exemple dans ces pays-ci, hein, le gouvernement de Pétain, etc. Ben, quand De Gaulle et les autres sont arrivés, on les a tous mis dehors. Parfait, ouais. Mais moi, je veux dire, alors, venons au soulèvement populaire. Il y a eu des tentatives hein, de soulèvement, on va dire, en 2015 et récemment en 2016, je pense, c'est ça, hein, si mes souvenirs sont bons. Des soulèvements de la part de la classe politique là? Non, la population sur place à Kinshasa. Oui, avec la classe politique il y avait janvier 2015, oui. Et puis récemment de 2016. Oui, il y a eu des tentatives des mouvements un peu de la population, mais ça risque pas de marcher. Regardez, aujourd'hui, on pourra sûrement le montrer à nos compatriotes, quelqu'un comme Félix Tshisekedi, qui fait partie du rassemblement, qui fait partie de l'opposition, qui est même assez actif, etc., puisque l'UDPS est un des partis clés de l'opposition. Quelqu'un comme Félix Tshisekedi a dit clairement qu'il était contre le soulèvement populaire. Pour lui, il a fait des explications pour dire, voilà, si jamais il y a un soulèvement, on ne sait pas qui va reprendre le pouvoir. Évidemment, lui préfère les arrangements avec les mentors, là, etc. On se redistribue les postes, il est tranquille, il occupe un poste, voilà. Par contre, quelque chose qui viendrait réellement de la population, qui pourrait chambouler un peu tout le système en place, lui, il le craint parce que, effectivement, quand toute la population saura exactement le rôle que joue l'UDPS, ils n'auront plus droit au chapitre là, au niveau politique dans notre pays. Donc forcément, il n'a pas besoin de ça. Il préfère les arrangements faits avec les Occidentaux qui lui garantissent un certain espace politique. Donc, et là, aujourd'hui, surtout, aujourd'hui, on peut dire, voilà, ils ont à peu près compris que Vital Kamerhe était un traître. Mais avant ça, même Kamerhe faisait partie de tous les préparatifs qu'ils essayaient de mettre en place. Aujourd'hui, Kamerhe est peut-être mis plus ou moins de côté, mais tant qu'il y a des gens comme Félix Tshisekedi dedans, alors que vous savez très bien qu'il est contre ce soulèvement populaire, comment vous voulez arriver à atteindre cet objectif quand dans vos rangs, vous avez des gens qui sont contre. Dernièrement, on l'a même vu faire des déclarations pour dire « Ah oui, celui qui oserait utiliser la violence même contre Kanambe, les trouverait sur leur chemin. » Mais de quoi il parle, lui? Est-ce que Kanambe, quand on va le voir là, il a l'air d'un bisounours là, qui attend les gens pour leur faire des câlins? Ou il les attend plutôt pour les assassiner, etc. Et face à quelqu'un comme ça, il ose dire aux gens que voilà, si vous osez vous lever contre Kanambe alors que les Congolais sont en légitime défense puisqu'on nous tue tous les jours, et il ose prendre la défense de Kanambe. Alors quelqu'un comme ça, et qui a déjà touché l'argent, puisque ça, ils sont corrompus déjà par Hippolyte Kanambe. Évidemment, ils doivent faire le job. Ils sont là pour les intérêts de Kanambe. Donc forcément, tant que ces gens-là seront dans les rangs de l'opposition, tant que ces gens seront dans les rangs de la population qui essaye de mettre un terme au système en place,
ça ne marchera pas puisqu'ils seront là pour saboter le système, pour saboter les actions de l'intérieur. Et c'est une des raisons pour lesquelles des gens comme nous de la résistance, on ne pourra jamais se mettre avec ce type de personnage. Donc aujourd'hui, dire qu'il y aura un soulèvement populaire avec des gens comme des Félix Tshisekedi dans les rangs, je pense que, à moins que la population, à un moment donné, arrive à les mettre de côté, puisqu'ils savent maintenant que ceux-là travaillent contre leurs intérêts, là peut-être. Mais tant qu'ils seront au cœur de l'action qui est censée mener au soulèvement, en tout cas, je ne pense pas que ça pourra aboutir. Alors, quelle alternative, en parlant de l'alternative de l'appel que propose le soulèvement? L'alternative, c'est effectivement le soulèvement, mais c'est pas dans n'importe quelle manière. D'abord, si on doit organiser un soulèvement, comme je vous ai dit, il faut écarter de nos rangs toutes les personnes qui ont déjà montré leur compromission. Ces gens-là, même à un moment donné, si jamais ils avaient un semblant de réveil patriotique, ils sont déjà compromis. C'est-à-dire, comme je dis, ce sont des gens qui ont déjà une espèce de bracelet électronique made in Kigali. Il y a des choses qu'ils ne pourront jamais faire. Hein? Et puis en plus, ils ont tout le temps des comptes à rendre. Ils sont tenus en laisse par leur mentor. Si vous gardez ces gens-là dans vos rangs, c'est sûr, même si à un moment donné, ils se disent bah, « vous avez peut-être raison, si vous faites ça, ça va aussi nous libérer », mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont coincés par tous les actes qu'ils ont commis avant et qui ont fait qu'ils se sont compromis. Toute personne aujourd'hui qui vous dit qu'il est là pour, comme on a pu voir, des gens comme Ewanga ou bien Diongo qui soutiennent quelqu'un comme Katumbi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas la préoccupation des Congolais. Les Congolais aujourd'hui, on essaie de retrouver la souveraineté de notre pays. On essaie de se battre pour que le pays soit libéré, mais ils veulent qu'on change un Kanambe pour aller mettre un Katumbi Narayo, puisque Narayo c'est l'épouse Tutsi rwandaise, Tutsi burundo-rwandaise de monsieur Katumbi. Donc on va changer, on va passer de Kanambe à Narayo et tout ça, mais ça rime à quoi? Donc voilà. Il faut de la cohérence. Pour que ça marche, il faut de la cohérence. Nous, aujourd'hui, nous disons qu'il faut miser sur les vrais patriotes. Il faut de la cohérence, il faut miser sur les vrais patriotes. Vous avez raison en même temps. Mais les pays sous occupation. Parlons un peu de l'occupation de la RDC en clair. Parce qu'il y a quelque temps, M. Cohen, Herman Cohen, avait dit que le Kivu appartenait au Rwanda. C'était en 2008, je pense. En 2008, j'ai écrit un article dans le New York Times. In 2008, I wrote an article in New York Times. Et j'ai dit que dans le Nord Kivu, les militaires rwandais opéraient sans problème. And then I say that Rwandese military were operating without a problem. Et les hommes d'affaires rwandais passaient à Nord Kivu pour prendre les minerais. And then businessmen from Rwanda, they were going through Kivu, getting mineral resources. Et les milices contrôlées par les Rwandais contrôlaient les populations et par les autorités congolaises. And then militia were controlling the people in that area by the Congolese government. Donc j'ai tiré la conclusion que de facto, Nord Kivu était sous contrôle de Rwanda et pas sous contrôle de Kinshasa. And then from that point on, I put up a conclusion say that Kivu is controlled by Rwanda and not by Kinshasa. Et au point de vue de contrôle de ressources, je crois que c'est toujours le cas. And to the point of controlling the resources, I think it's still the same. Un exemple pour suivre notre ami Patrick. Il y a une société américaine qui vient d'annoncer qu'ils vont faire une raffinerie de coltan au Rwanda. And then, for example, just like Mr. Patrick alluded, there is a company from the United States who's going to take charge to refine coltan in Rwanda. Et ils ont annoncé que Rwanda c'est le plus grand exportateur de coltan dans le monde. They even say that Rwanda is the biggest exporter of coltan in the world. Et je me demande comment ils peuvent dire ça quand il n'y a pas de coltan au Rwanda. And I'm saying to myself, how can they say that when they know that there's no coltan in Rwanda?
Donc, ils trouvent le coltan quelque part. It means that they go dig coltan somewhere else. Donc, ça, ils prennent le coltan au Kivu. That means they take coltan in Kivu. Et je ne vois pas de contrôle congolais sur cette sortie de coltan. Donc, Kivu est toujours, si ce n'est pas contrôlé par Rwanda, c'est partagé avec Rwanda. Oui, au niveau du département d'État, on considère que le Kivu... Et maintenant, nous allons tourner sur la net une vidéo qui nous parle de Minembwe comme village de Tutsi, et qui a comme chef coutumier le frère aîné de Robert. Je ne sais pas si vous en savez quelque chose, essayez de nous éclairer dessus. Tout à fait. Non seulement on en sait quelque chose, mais en fait, bon, j'ai vu beaucoup de réactions très vives de la part des Congolais après la diffusion de ce document. D'ailleurs, je me suis un peu renseigné. Cette vidéo date d'il y a 1 an en fait. Autant dire que le processus a dû s'amplifier depuis. Donc pour ceux qui sont en colère aujourd'hui, sachez que ça fait plus d'1 an que, voilà, que ces images ont été tournées. Et ça c'est déjà pour la petite information. Et puis dans ce qu'on a vu, effectivement, on voit le propre frère d'Azarias Ruberwa qui se présente comme chef coutumier à Minembwe. Mais voilà, c'est encore Papa Oyo, grand frère, il y a grand prêtre. Et Papa Azarias Ruberwa. Papa Jambo. Jambo. Wenje mkubwa wake na Papa Azarias Ruberwa. Mimi naitwa kwa jina Mbabazi Manywa Rafael, ambaye ni mkuu wa jamaa pia mkuu wa eneo hilo, chef coutumier, yani mwami wa asili Pabidegu, na Mungu ametubariki kwa jamaa hiyo, tumebarikiwa sana. Sababu mimi nasimamia utongo pale, pia mdogo yangu ambaye tulikuwa Liziba Moya naye anakuwa vice president. Tunashukuru Mungu, si kwa mapenzi yetu lakini kwa mapenzi ya Mungu. Mkono ndio nachoka mkono. Donc uko chef coutumier hapa. Niko chef coutumier Pabidegu. Territoire ya Mwenga kwa sekta ya Itombwe kwa pema bashimikinji me localité Bidegu. Sasa kishef coutumier yako ulipataka namna gani? Nilipata kwa jinsi watu tuliishi mwingine moja na watu wazee wakafanya kikao chini wakanipa ushefu huo na usultani huo wakachagua sababu ni asiri ya zamani na nikaifuatisha selo na jinsi watu wanakuwa. Comment vous pouvez imaginer des gens qui sont arrivés, comme je vous disais, Robert donc, et ses frères, ils sont enregistrés au HCR comme réfugiés rwandais. Alors vous imaginez des réfugiés rwandais donc, qui arrivent et puis l'autre qui sort qui dit je suis chef coutumier. Mais pour être chef coutumier, il faut déjà avoir des ancêtres congolais. Ce qui n'est pas le cas puisque eux-mêmes ils sont enregistrés comme réfugiés rwandais. Vous vous rendez compte? Et quand on voit ça, on se dit, il y a des gens qui sont là pour défendre des gens comme ça, en disant que voilà, c'est peut-être l'aparico qui raconte, je sais pas quoi, mais attendez, mais regardez ça. Ils n'arrivent même pas à mentir comme il faut, franchement. C'est quand même ridicule. Hein? Il faut arrêter quand même avec tout ça. Et les Congolais, avec tous... Et cette histoire de Minembwe, moi j'ai un document ici, justement j'avais gardé. Dans le processus d'occupation tel que les Rwandais sont en train de s'y prendre chez nous, il y a des éléments qui sont absolument cruciaux pour eux, pour pouvoir asseoir cette occupation. Notamment donc, pour pouvoir récupérer les terres à l'Est, il faut absolument qu'ils puissent justifier d'un territoire, justifier d'une lignée donc, de cette chefferie donc, dans laquelle pour pouvoir justifier qu'on puisse les reconnaître à travers une certaine lignée, puisque les ethnies en RDC ont été faites aussi sur base donc, de tout ça, à la fois le territoire, la langue, la chefferie, donc la lignée, etc. Et donc eux, ils sont là, ils se font il fallait à tout prix qu'ils puissent justifier justement de cette lignée. Donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Alors quand vous voyez ce réfugié rwandais qui arrive à Minembwe et qui vous dit que lui il est chef coutumier, vous pouvez déjà comprendre qu'ils ont déjà assassiné tous les chefs coutumiers du coin. Parce que comme ça au moins il n'y a plus personne pour venir revendiquer de cet espace-là. Mais ils sont quand même, malgré ça, on a déjà eu à expliquer, eux qui se disaient Banyamulenge. Si on regarde dans la carte ethnographique de la RDC, on a déjà eu à le dire, mais je le redis ici, pour montrer à quel point tout ça, ça tient tellement pas debout. Hein.
eux qui se disaient Banyamulenge, le Kimunyamulenge n'existe pas, cette langue-là, Kimunyamulenge n'existe pas. Ceux qui se disent Munyamulenge parlent quoi? Le Kinyarwanda. Est-ce que vous pensez que le Kinyarwanda se parle au Congo? Non, le Kinyarwanda se parle au Rwanda. Donc automatiquement, ce qu'il y a de bien, c'est vrai, avec, quelque part avec les colons belges, ils ont été très minutieux. Cet espace qu'on a appelé Congo, dans cet espace qu'on a appelé Congo, on ne retrouve que des personnes qui sont dans une ethnie, quand ils sont Muluba, ils parlent Kiluba. Quand ils sont Tetela, ils parlent Tetela. Quand ils sont, donc, le Kimunyamulenge n'existe pas. Et ça peut même pas exister. Pourquoi? Parce que quand on les a appelés des Banyamulenge, c'est parce que c'était des réfugiés rwandais qui venaient en RDC. On leur a donné un espace pour qu'ils puissent, avec les guerres qu'ils avaient chez eux, etc. et tout ça, on leur a donné un espace qui était sur la colline qui s'appelait Mulenge. Et c'est comme ça qu'ils ont été habités là-bas. Et là, dans cet espace-là, la chefferie de Mulenge, il y avait un chef Mulenge. D'ailleurs, apparemment, plutôt un pygmée, etc. Et celui-là, donc parmi les premiers chefs coutumiers qui ont été assassinés, il y avait ce monsieur-là. Donc, quand eux, ils sont venus avec leurs mensonges, oubliant que dans la carte ethnographique de la RDC est faite selon certains principes, ils ont balancé comme ça, oui, nous sommes des Banyamulenge, les Banyamulenge qui parlent Kinyarwanda, ça colle pas avec tout. Il n'y a aucune ethnie de la RDC qui est déterminée par ce type de principe. Voilà le mensonge. Et aujourd'hui, on a quand même eu des gens qui nous ont presque traités de xénophobes parce qu'on a osé protester par rapport à ça. On dit sortez la carte. Et Madame Colette Brackman, contre qui les Congolais, l'Apareco avait organisé une manifestation là, le 15 octobre dernier, on lui a donné les documents pour lui expliquer. Quand on va raconter des histoires des populations soi-disant congolaises, Banyamulenge, qui sont réfugiés, qui veulent revenir, voilà, on l'a amené pour montrer que non, mais ça c'est un gros mensonge et ça sert à rien de continuer à véhiculer, ça c'est tellement grossier. Et surtout venant de quelqu'un qui est en Belgique, puisqu'il y a une carte ethnographique de la RDC qui a été dressée par le colon belge, où nulle part on trouve de Tutsi, et encore moins de Banyamulenge. Donc il faut arrêter avec ça. Puis quelle a été sa réaction? A-t-elle reconnu ses torts J'avoue que on s'est contenté de l'informer. Je pense pas qu'elle va publier de sitôt un article du genre de ce qu'elle a fait la dernièrement. De toute manière, si jamais elle recommençait, on retournerait encore manifester. Mais enfin, vous savez, on a vu des mensonges grossiers qu'ils ont continué à défendre, mais aux Congolais d'être vigilants. On l'était peut-être pas assez avant, maintenant ils savent, le message a été donné, c'est qu'on surveille. Donc je pense pas qu'elle pourra resservir les thèses qu'elle a servi là, surtout avec les documents qu'on lui a donnés. Alors, pour finir, en fait, cette parenthèse, comment expliquez-vous le silence de la communauté dite internationale sur ce qui se passe au Congo? Sur ce qui se passe au Congo, mais la communauté internationale, elle est derrière ce qui se passe au Congo. Pourquoi vous voulez qu'ils se tirent une balle dans le pied? Ils ont le système en place. Regardez, quand on prend... C'est le même, communauté internationale qui revient après pour nous dire que telle personne a fauté, tel autre est mauvais, tel autre doit être condamné, comme par hasard. Je sais oui, pas, mais vous avez vu combien... Ça m'interpelle. Oui, mais vous avez vu combien de véritables sanctions? Parce que, c'est toujours pareil. Quand les Congolais veulent bien prendre la peine de se documenter, ils savent que quand l'AFDL est arrivé avec ce slogan de guerre de libération, oui, les Congolais pensaient mettre fin au régime de Mobutu, et à juste titre, puisque le régime ne répondait pas à toutes leurs attentes, mais la libération qu'on leur avait annoncée n'en a jamais été une. Ça a été plutôt le début d'une invasion, d'une occupation redoutable. Donc, qui était derrière? Le Rwanda n'avait pas d'armée. Le Rwanda s'est fait aider. Le Rwanda a pu disposer même de satellites pour pouvoir progresser. Ils n'avaient pas tout ça. Donc ça s'est fait essentiellement justement avec le régime Clinton, Bill Clinton, qui avait décidé de tenir la dragée haute aux Européens par rapport aux richesses en Afrique et particulièrement en RDC. Ils avaient décidé que eux aussi devaient y avoir accès par tous les moyens. Donc ils ont utilisé plusieurs pays limitrophes pour pouvoir
arriver à contrôler les ressources. Parce que la priorité pour la communauté internationale, c'est le contrôle des ressources. Ce n'est pas de rendre justice aux Congolais. Ce n'est pas de préserver les intérêts des Congolais. Si c'était le cas, ils n'auraient jamais accepté qu'un Kadogo rwandais comme Kanambe devienne chef de l'État, etc. Il y avait déjà un processus, d'ailleurs, quand Laurent Désiré arrive, il y avait un processus en cours. Si vraiment la communauté internationale voulait aller dans le sens des Congolais, il y avait un homme politique qui était hyper populaire à l'époque. Ce n'était autre que Étienne Tshisekedi. Pourquoi avoir été chercher Laurent Désiré Kabila, qui était je ne sais où là et tout ça? Pourquoi avoir été chercher quelqu'un comme Laurent Désiré Kabila avec l'aide des Rwandais? On leur a mis toute la logistique et tout ça, ils les ont aidés pour venir chasser Mobutu. Et même s'ils avaient fait ça, ils auraient pu faire en sorte que Étienne Tshisekedi devienne chef de l'État. Ils ne l'ont pas fait parce que leur intérêt était ailleurs. Leur problème, c'est de pouvoir avoir une mainmise sur les ressources de la RDC. Et pour ça, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un enfant du pays. Parce qu'ils savent qu'avec un autochtone congolais, les deals ne seront peut-être pas les mêmes. Quelqu'un qui a des origines étrangères, sachant qu'à un moment ou à un autre, surtout quand on a découvert ses vraies origines, il sera toujours un petit peu impopulaire en RDC. Quelqu'un comme ça, il est prêt à tout donner pour pouvoir rester au pouvoir. C'est ce que Kanambe est en train de faire. C'est ça qu'il est en train de faire. Et toutes les personnes dont il veut s'assurer le soutien, il leur donne ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on a vu avec l'Égypte. Merci pour la transition. Entre autres. Parlons des pillages des richesses de la RDC. Et en même temps, bon, on nous a parlé il n'y a pas longtemps par Colette Braeckman d'ailleurs, je pense, de révélation du petit-fils de Lumumba. Et il y a eu auparavant le scandale de Panama Papers. Il y a tout ça, je ne sais pas si vous avez un mot à dire dessus éventuellement. Bah écoutez, la question qu'on peut se poser, parce qu'on a vu, c'est vrai, il y a tout un tapage médiatique maintenant. Hein, on avait, comme vous dites, le Panama Papers, il y a l'affaire qui a été révélée par le journal Le Soir. On n'a même pas encore fini de s'intéresser à cette affaire-là. Il y a une autre affaire qui vient de sortir avec l'ancien ambassadeur Kikaï Binkaroubi, avec la société Ferronia, etc. Voilà, tout d'un coup, on s'étonne presque de voir, il y a une prolifération comme ça de dénonciations d'affaires impliquant la Kabylie, des proches de Kanambe. Mais, bon, évidemment, pour des observateurs avertis, des gens qui s'intéressent réellement à la RDC et qui se documentent, ça nous laisse un peu... on peut regarder ça et peut se poser la question de savoir, mais c'est pas la première fois qu'il y a des comment dire, qu'il y a des détournements de fonds ou ce type d'actes qui sont posés par les membres de la Kabylie. Hein, si vous allez à l'ONU, vous allez avoir tout un tas de documents sur le pillage de la RDC, les diamants du sang, on a les problèmes de coltan. Mais d'ailleurs, à propos de comment il s'appelle, de M. Herman Cohen, il a dénoncé il n'y a pas longtemps. Il a dit comment ça se fait qu'on parle du Rwanda aujourd'hui comme premier producteur de coltan alors qu'il n'y a pas de coltan au Rwanda. Mais si le Rwanda le fait, il le prend au Kivu. C'est M. Herman Cohen qui le dit lui-même, l'ancien secrétaire d'État américain. Si lui-même il le dénonce, il précise bien qu'effectivement ce coltan vient du Kivu, mais ça se fait forcément en complicité avec quelqu'un comme Kanambe. Vous pensez bien que dans un dossier comme celui-là, il est encore en train de se mettre de l'argent dans la poche. Hein? Alors, comment ça se fait que ce n'est pas dénoncé? Il y a même la loi Dodd-Frank qui avait été votée aux États-Unis pour pouvoir tracer les minéraux, etc. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Toute cette liste de sociétés européennes, enfin occidentales, etc., qui ne peuvent pas prouver d'où viennent les matières premières qu'ils utilisent, etc. Quand on sait qu'il y a des pourcentages quand même, le cobalt ou le coltan, où on a des pourcentages importants au niveau mondial des gisements qui se trouvent en RDC, tous ces minéraux-là qui sont pillés régulièrement au détriment du peuple congolais, est-ce que vous avez vu des sanctions? Même l'ONU, je vous dis, il y a des rapports qui sont... il y a de nombreux rapports sur les pillages de la RDC, il n'y a pas eu de sanctions. Donc, on comprend bien qu'aujourd'hui,
Comme je vous disais, dans le cadre du principe du changement des pions pour d'autres pions, aujourd'hui le pion Kanambe et les siens ne les intéressent plus, ils ont envie de mettre d'autres pions. Tout d'un coup, on commence à sortir des dossiers pour les pousser vers la porte. Mais ce n'est même pas dit qu'ils vont réellement les sanctionner. On a entendu des gens aujourd'hui vous dire, toujours dans la même communauté internationale, oui, Kanambe pourrait devenir sénateur en RDC. Hein? Voilà, ça veut dire que voilà, on lui donne l'immunité, il continue, et en plus ça s'est cautionné même par certains membres de la classe politique congolaise, ce qui est plus qu'une honte. Voilà, donc on voit bien que dans tout ça, il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de manipulation, et l'intérêt des Congolais, c'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est de faire en sorte qu'ils trouvent des gens qui vont pas aller s'acoquiner un peu trop avec les Chinois comme a fait Kanambe ou avec les Russes, parce que dans tout ça, voilà, il y a un peu toutes ces concurrences-là, etc., qui les mettent maintenant mal à l'aise. Ils ont besoin d'avoir des personnes qui seront un peu plus à leur service. Voilà. Merci. Alors, pour tout ça, vous avez besoin du monde, j'allais dire d'ailleurs, vous avez besoin de la force du peuple, hein, enfin, que le peuple vous accompagne dans ce combat, parce que c'est un combat qui n'est pas facile à mener, hein, qu'on se le dise clairement, parce que bon, là, je vois qu'il bon, enfin, y a, c'est vrai, l'occupation, et en même temps, il y a les puissances, on va dire, entre guillemets, occidentales, il faut le dire quelquefois, qui aident les occupants. Alors, comment pensez-vous faire pour justement créer une dynamique dans le sens de la libération, franchement? Je sous-entends comment pensez-vous au fait agir pour faire accepter au fait votre combat à plus de monde au fait d'un niveau de la population congolaise? Écoutez, je pense que déjà, avec le président national, il y a déjà eu un gros travail qui a été fait. Aujourd'hui, il suffit de regarder, si on prend un peu dans le temps, hein, le temps 1, temps 2, temps 3, on prend le temps 1, c'est Sun City, temps 2, la période des élections, donc 2006-2011, et puis temps 3, maintenant. Temps 1, que disaient les uns et les autres? On a toute la classe politique qui était à Sun City, qui voulait aller aux élections, il fallait la transition et tout ça. On a promis la paix aux Congolais, on leur a dit, allez-y, surtout le référendum constitutionnel, votez oui, vous aurez la paix. Qu'est-ce qu'on leur a pas promis? Il y a eu une des seules personnes qui déjà alertait les Congolais à cette époque-là, puisque le président de la Pareco avait sorti des petits fascicules qui avaient été distribués là-bas, pour leur expliquer qu'ils allaient dans l'impasse, que le problème c'était l'occupation. Donc il était isolé, les autres se sont engouffrés dans cette machine-là, cette espèce de train qui allait nulle part. Et voilà, c'était Honoré Ngwanda qui était un peu le marginal. Ensuite, il y a eu la période des élections. Et là, les discours ont commencé à changer. Les rangs de ceux qui soutenaient M. Ngwanda ont commencé à s'agrandir. Hein, quand on a commencé à parler de Mwana Mboka, ou bien en 2011, quand on a commencé à chanter Zongisei na Rwanda, ça veut dire que les Congolais commençaient à prendre conscience du problème de l'identité de Kanambe et du problème de l'occupation. Et ça a été le gros travail qui a été fait essentiellement par le président de la Pareco. Aujourd'hui, même quand vous entendez des gens qui disent Kanambe, Kanambe, même s'ils ne veulent pas reconnaître le travail que M. Honoré Ngwanda a fait, demandez-leur où est-ce qu'ils ont vu, où est-ce qu'ils ont entendu ce nom-là? Qui leur a dit? Très bien. Donc nous, quand on a eu à parler de Kanambe, on a eu à le prouver avec des documents où il signait effectivement HK et tout ça. Et donc dire aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour amener les gens justement à ce soulèvement populaire et le réussir? D'abord, il y a l'information. Et là, nous continuons donc à informer par toutes les voies. D'ailleurs, d'ici quelques jours, on va encore amplifier notre réseau d'information. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez. On est encore toujours en train de travailler parce que la première arme des Congolais, c'est l'information. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, les Congolais ont tendance à aller à utiliser la rhétorique des occupants. Chaque fois qu'on rentre dans le schéma que eux ils ont fixé, c'est-à-dire ouais voilà, il y a une majorité, il y a une opposition, etc., alors que le pays est occupé, chaque fois qu'on adopte cette rhétorique, on assoit ce système. Il faut rompre avec ça. Parce que chaque fois qu'on rentre, on utilise le vocabulaire que eux ils veulent distiller pour faire croire qu'il y a un semblant de légitimité, disons un semblant de légitimité. C'est comme si vous rentrez dans un labyrinthe où vous allez vous perdre parce qu'ils sont les seuls à avoir la clé ou ils sont les seuls à connaître le chemin pour en sortir. Ils vous amènent à gauche, ils vous amènent à droite, vous n'allez nulle part sauf là où ils veulent. Nous, en tant que des résistants, on doit rompre avec cette rhétorique-là qui leur donne vie alors qu'ils n'ont rien à faire chez nous.
Nous revenons à notre rhétorique. Aujourd'hui, ce que je peux demander aux Congolais, toute personne qui arrive en face d'elle, tout homme politique qui est en face d'eux, demandez-leur, est-ce qu'ils reconnaissent l'occupation? Quelqu'un qui ne reconnaît pas ouvertement l'occupation de la RDC, vous savez déjà qu'il est dans le mauvais camp. Vous n'avez rien à faire avec lui. Et il ne suffit pas non plus de reconnaître l'occupation. Une fois que, parce qu'on a vu des cas comme Mme Bazaïba dernièrement, une fois que vous reconnaissez que, même parce qu'il y en a qui font ça comme voilà, un slogan, ça fait, hein, il est de bon ton quand on vient en Europe face aux résistants de dire voilà, on reconnaît l'occupation. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Une fois que quelqu'un reconnaît l'occupation, qu'est-ce qu'il tire comme conséquence? Quelqu'un qui vous dit qu'il faut aller aux élections, vous le mettez de côté, il est dans le système, il est corrompu, il est en train de travailler pour les occupants. Quelqu'un qui vous dit je reconnais l'occupation et je rentre dans la résistance et on se bat contre le système, ceux-là sont des vrais résistants, ceux-là vont amener une solution. Comme d'autres l'ont fait avant nous, comme dans ces pays. Ils ne sont pas allés aux élections avec Pétain, ils ne sont pas allés aux élections avec Hitler, ils sont entrés en résistance et avec les alliés, etc., ils ont libéré leur pays. C'est ce que nous devons faire chez nous. Et pour ça, quand quelqu'un vous dit, voilà, je vous donne rendez-vous le 19 pour aller faire le soulèvement populaire, donc vous donnez rendez-vous et à la population, et à Kanambe, et à ses sbires, vous pouvez être sûr qu'en tout cas, il y a peu de chances que ça. Nous, la manière dont nous travaillons dans la clandestinité. Ce que nous faisons, notre programme, notre calendrier, il ne peut être connu que dans le réseau des résistants, des gens dont nous sommes sûrs qu'ils ont intérêt à ce que ça marche. Comment vous voulez que quelqu'un qui n'a pas intérêt, qui vous dit ouvertement en plus qu'il ne veut pas de soulèvement populaire, comment voulez-vous que cette personne, quand vous lui donnez les informations, fasse en sorte que vous puissiez aboutir? Jamais ça ne marchera pas. Donc, Congolais, Fungola Misu. Totika angélisme aux aranango politique. Oh, aza mwasi to landaye. Basi nyos baza mutema malamu te. Toyebi yango bandoki basi pe bazalaka. Oh, nani, eza ya Chichi. Ya Chichi, quand c'était sous Mobutu, on était entre nous Zaïrois, quand il s'est battu pour la démocratie, le contexte s'y prêtait. Aujourd'hui, c'est pas le contexte de où on est dans un pays souverain, etc. Non, aujourd'hui, c'est l'occupation, on change de recette. Mais, donc, voilà. Alors, il ne serait pas important, vu la prise de conscience des Congolais, et d'aborder une autre fois une approche différente, je veux dire, aller vers l'opposition et essayer de discuter avec une énième fois pour justement essayer de fédérer tout le monde et aller dans le sens de la libération. Alors, la différence qu'il y a entre la plupart certains Congolais et la PARECO, c'est que nous, il y a beaucoup de choses... Vous êtes résistants et les autres sont opposants, je sais. Pas seulement ça. Parce que le président l'a déjà dit, faire ce que nous faisons sans renseignement, c'est comme si vous avanciez à l'aveuglette. Les opposants... Vous avez le renseignement. Justement, attendez. Justement, je vais vous répondre. Les opposants dont vous nous parlez, vous nous demandez peut-être d'aller nous mettre en acquaintance avec eux. Moi, je peux vous citer, enfin, je vais peut-être pas le dire là, puisque j'ai pas eu la permission du président, mais en tout cas, je connais la personne qui est venue nous dire, il dit, vous comprenez, nous, on est un peu en difficulté, moi, je voudrais bien travailler avec vous, pourquoi pas, mais nous, on peut pas, c'est un opposant, hein, qui est là, qui parle beaucoup là d'ailleurs, mais qui nous a clairement expliqué qu'ils étaient coincés. Ils ont comment ça s'appelle, ils ont des crédits sur la maison, sur les voitures, ils se sont tellement compromis. Donc, ils n'ont pas envie de perdre leurs avantages. Il nous l'a dit clairement, et il n'était pas le seul. En plus, il nous a donné les noms des autres. Hein. Enfin, il dit, voilà, un tel, voilà. Nous sommes coincés, nous ne pouvons pas. Dites-moi des gens comme ça. Alors, en plus, non seulement ça, Kalev a aussi fait un travail. Ils ont des dossiers compromettants sur certains d'entre eux. Donc, s'il y en a un qui bouge de travers, on lui sort des dossiers. On prend et puis si vous allez même dans le cas de l'IDPS, à un moment donné, on les a fait chanter en disant si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, on va sortir les preuves de l'argent qu'on vous a donné. Dites-moi des gens comme ça, on va se mettre avec eux. Pourquoi? On le sait, nous. On le sait que la plupart d'entre eux sont compromis. Même si quelque part il y a un semblant de sentiments patriotiques qui se réveillaient dans leur cœur, ils n'ont pas assez de courage pour passer le cap. D'abord, ils risquent réellement leur vie, parce qu'avec Kanambe, vous imaginez, si vous avez déjà bouffé son argent, il ne fait pas de quartier. Hein, et il faut vraiment du courage. Mais ces gens-là, parmi les Congolais, ce sont sûrement les moins courageux. Parce que pour accepter de tomber dans cette cupidité qui consiste à hypothéquer l'avenir de la RDC, des enfants de la RDC, à hypothéquer la situation, à cautionner ce qui se passe à l'Est avec autant de crimes, autant de massacres, de viols et tout ça,
pour les Congolais qui arrivent à accepter ça sont les moins courageux. Les Congolais ont beaucoup de nzalate. Baninga bazala soki nzaleleki alobi bon atatu na kolia te na kota ngata jeune hein nzambe akopesa ngata lobi atalobi okuna na kolia bango te soka nzaleleki bakoti mendicité o nyoso akopesa ba mutu nyoso akopesa bango quelque chose ba ke kolia. Le danger nzambe akopesa ezali ke so akoti kuna na jeune hein aza nzambe asala. Et ils attendent depuis, il y a des personnes qui sont là, mais la Bible malam, la Bible est remplie de combats. Hein? Même le peuple d'Israël, où ils se battent tout le temps, ils se battaient tout le temps. Donc même quand on a évité la Bible, on battait en dégaine. Un chrétien, c'est d'abord un combattant. Je pense bien. Et comment pense agir la Pareco si Joseph Kabila s'accroche au pouvoir après le 19 décembre? Nous, la date du 19 décembre ne nous concerne pas. La date du 19 décembre, un résistant, puis ça va être préavis zéro. Donc, on a estimé que les paramètres sont remplis pour la bisso. Tout ça, tout ça, on va ça. Toi, tu as libéré la poigne. Justement, parce que c'est dangereux, ça peut durer 10-20 ans. Non, ce que je veux dire, c'est que quand les uns se donnent des échéances comme le 19, ou je ne sais pas, mais non, la situation de la RDC est tellement grave. Les Congolais ont à comprendre la gravité de la situation, surtout dans l'Est. Il n'y a pas de rien, on n'a pas à attendre le 19. Si on a la possibilité d'enlever Kalambe là dans la minute, ou demain, ou après-demain, on ne va pas se gêner. On a intérêt à le faire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, chaque minute, chaque seconde que nous perdons, ce sont des vies que nous perdons. C'est irréversible. Ce que ça nous coûte est irréversible. Pardon. Non, juste question, parce que, tu n'as qu'à mingi. En fait, mais après que Bandakala. Baza ko sala ba promettre au sein makarate to continuer na bango kaka est-ce que va continuer wala na bino kaka espoir les ali to parce que ça c'est une question en fait qui revient souvent quand on parle de la Pareco abi to bango basi ba lembi biso ba lobaka même s'ils reconnaissent que aloba makambo solo mais en même temps ils disent mais c'est Omeli. Alors je sais pas ce qui va continuer wala na bino kaka sa confiance et la grande masse va toujours causer là mais ce même discours abino ce pas que pas mutu mususu bakemba bato bazolanda discours na bino baza ebele. Oui. Mais bato bazo ko yako sangana bino baza mukedi. Il y a du monde, ça je connais que bato baza mi du par le monde. Mais si la grande masse au baza na discours na bino, ba yeko sangana bino et ça la force mosusu. Tout à fait. Alors voilà pourquoi tout à l'heure j'avais dit c'était possible de voir avec les autres leaders entre guillemets pour vous la direction vous avez expliqué que ce sera pas facile parce que vous n'avez pas la même vision de la plupart sont compromis. Je comprends. Oui. Alors, par rapport aux Congolais, nous allons aussi... Il y a des choses qui ne peuvent se faire qu'au rythme des Congolais. Comme je le disais, autant avant, on disait qu'Honoré Ngouanda était marginal, autant aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont adopté notre discours. Et évidemment, on peut considérer que c'est la majorité, parce que si on regarde sur 70 millions de Congolais, la majorité, il n'y en a aucun qui a envie qu'un Rwandais le dirige, ou un Burundais, ou un Zambien, etc. Donc nous, c'est vrai, le terreau sur lequel nous pouvons miser dans ce pays-là, il est immense. Maintenant, comme vous dites, entre la prise de conscience par rapport à la situation et le passage à l'action, il y a encore un petit décalage. Mais ça, c'est le travail que nous faisons aujourd'hui. Une fois que quelqu'un a compris, nous sommes en train de leur montrer qu'ils ne doivent plus se laisser distraire par l'opposition qui leur promet, genre on va chasser Kabila en lui faisant des câlins ou je ne sais pas quoi et puis il va partir. Voilà. C'est ce qu'il aime ça. Il y a, hein, comment il aime ça. Donc on essaie de leur faire comprendre qu'on n'a pas le choix. Et ça comme ta côté le nandaku, à bandio bumabana na yo, sokoza mobali, au côté les mobundi. Oye ça moi si na ote, chérie tiens bon je vais chercher la MONUSCO. Wana mobalite. Oko bunda. Situation toza nango yango wana ba côté les biso na mboka et puis na sina la dernière fois bango ba rwandais soko yoki bango nde bozo na milieu na bango plan na bango A eza rester mourir au Congo, plan B mourir au Congo. Ndenge ba kotiona ba ko bimaka ka soki to bundi. Il y a des on peut être quelqu'un qui n'aime pas la guerre, qui n'aime pas se battre. Mais pour faire la paix, il faut être deux. So nga na ngina za na kimé yo za no za na kimé to bando betangai. Ou bien lingo bomangai, mais naza obligé na bunda même si on a lingana obunda te, na oza obligé na se défendre. Nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Et plus nous attendons, plus ça s'aggrave. Donc nous le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience aux Congolais que nous n'avons pas le choix, nous devons nous battre. Et d'ailleurs, celui to lingi pe mokile respecter biso, il faut to lakisa que na mboka ngo toza mibali, mais na inga baka mibali te parce que même biso basi faut to bunda. Tu vois? Donc aujourd'hui, nous en sommes là. Nous n'avons pas le choix. Ces gens-là ne partiront pas.
à ce rythme-là. Mais non, on peut pas, on n'a pas le choix. Donc, le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience. Et le soulèvement populaire dont nous parlons, comme nous l'avons dit, ça doit toucher tout le monde. Chacun a un rôle à jouer. Chacun doit se préparer. Aujourd'hui, nous demandons à tout le monde de se préparer. Dans des réseaux, comme l'avait dit le président, commencer déjà à se repérer, commencer à se préparer, être dans le bon réseau, il y a des résistants. Pas des réseaux, il y a des bateaux, il y a des zalaga. Lobi lobi omoni ba on a kamere, kuna ba kena ba on a katumbi, lobi omona ba on soki nanani, ba omona ba on ba ke voyage na États-Unis avec Roubero, hein, le cas ba Fayoul, etc. Et voilà. Ça, ce sont nos politiciens somnifères, comme je les appelle. D'accord. Et la parole vis-à-vis des combattants de la diaspora? Parce que ce sont aussi des résistants, je pense. Oui, mais le truc, c'est quoi? Comme je vous disais, au monde où il y a des Nzela, au Laki Nzela, c'est quoi? Il y a tel mille bossons dans Bilandanga, le principe, je prends l'exemple, même ici en France, justement. Quelqu'un comme Mitterrand, il n'était pas forcément dans la résistance tout de suite. C'est De Gaulle qui s'était engagé avant, mais quand il a compris, il n'a pas été se mettre, il a suivi De Gaulle. Hein, c'est pas De Gaulle qui a dû suivre Mitterrand, c'est eux qui se sont alignés sur la position de Gaulle. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a réussi à poser le bon diagnostic, comme l'a fait le président Honoré Ngwanda, et très tôt, vous ne pouvez pas lui faire confiance aussi sur la solution. Et puis cette impatience, les gens disent ah les eaux mais la mais bon banana koto ça. Ceux qui battent bateau Sarabiso déjà avant Bokeni ba élection T, en 2006, Bokeni ba élection T, en 2011, mais on n'allait pas être là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 2006-2011, la situation n'a fait que s'empirer. L'occupation, elle a augmenté. On a de plus en plus de militaires qui sont dans nos institutions, etc. Nos militaires, des militaires rwandais, pardon, qui sont rentrés dans l'armée, dans la police, etc. Donc voilà, la situation s'est empirée. Plus on perd de temps, plus eux, ils sont en train de s'enfoncer un peu dans le sillage, dans le paysage congolais, etc. Donc il faut mettre un terme à tout ça le plus tôt possible. Mais pour ça, il faut avoir le bon leader. Et le seul leader aujourd'hui qui a fait ses preuves, on ne dit pas que faut se faire un Ngwanda, ceux qui disent. En tout cas, moi, je parle pas pour avoir suivi depuis longtemps. Je dis le seul qui peut sortir les Congolais de la situation dans laquelle on est, c'est M. Honoré Ngwanda. Il a déjà fait ses preuves. Que les gens aient suffisamment d'humilité pour le reconnaître. Et qu'ils aient aussi, qu'ils sachent faire la part des choses. Il y a des gens aujourd'hui, bazo tâtonner dans bango. Baé ba quitter que toza occupé, bazaroye ça noter avant que vous occupé, mbo qu'ils occupé. Bon les longs des bazo la solution, bota la bango la plupart bazo ça noter respecter constitution. Allez, ça suffit. Alors, quel espoir maintenant pour la RDC de se libérer de cette occupation au vu des résultats des élections aux États-Unis? Bah, écoutez, nous, les élections aux États-Unis, en tant que résistants, nous fêtons la défaite d'Hillary. Hein. Donc, on sait très bien, il y a un document qu'on a diffusé dernièrement, l'Alliance des Vautours, où vous voyez les ramifications qu'il y avait du réseau Clinton qui sont à la base un peu de la tragédie que nous vivons en RDC. Donc nous savons exactement ce que nous coûte la situation avec si les Clinton étaient revenus au pouvoir. Maintenant, M. Trump, on ne dit pas que forcément c'est un petit ange, mais bon, il y a peut-être des possibilités pour repartir sur d'autres bases. Donc voilà, c'est clair que là, nous avons fêté la défaite d'Hillary. Donc, vous sous-entendez voilà. M. Trump, c'est le moindre mal, c'est ça? Ben, écoutez, on va voir ce que ça va donner, mais nous, sachant c'est que les Clinton ont fait chez nous. Madame Clinton était venue en RDC, quand elle a été à l'Est, elle a dit, oh là là, ce qu'elle a vu là-bas, elle pense vraiment que le diable a élu domicile en République démocratique du Congo. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais elle n'a pas dû regarder avec qui elle partageait sa vie, parce que nous, Congolais, quand on voit ce que Clinton a fait chez nous, on se dit que le diable s'est trouvé plutôt dans sa maison, dans son lit là-bas. Donc voilà, nous, oui, c'est Bill Clinton pour nous, le diable, hein, quelque part. Donc aujourd'hui, la situation telle qu'elle se profile, oui, Monsieur Trump, bon, il a ses priorités, évidemment, ce sera les intérêts des États-Unis. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas tomber dans l'angélisme. Hein. Maintenant, c'est à nous de montrer que nous sommes un peuple qui se respecte. Sinon, que ce soit Monsieur Trump, que ce soit je ne sais quel petit pays ou je ne sais pas quoi, on va se retrouver dans des situations comme on est aujourd'hui parce que les Congolais n'arrivent pas à s'assumer, parce que les Congolais ne se battent pas pour certains principes. Et comment vous voulez que les gens vous respectent? Vous allez vers des gens
qui eux, dans une situation d'occupation, se sont battus, vous venez vers eux, vous dites oui, on veut aller aux élections, mais comment vous voulez qu'ils vous respectent? Voilà, donc c'est à nous de nous comporter comme des gens responsables et peut-être que les gens nous respecteront un peu plus. Merci. Avez-vous un mot de la fin? Pour finir, parce que nous avons fait pratiquement 1 heure, hein, sinon, je pense plus voilà. Le mot de la fin, bah, écoutez, je pense que les Congolais doivent continuer à essayer surtout de se tenir au courant et faire preuve de courage, parce que la situation dans laquelle on est n'est pas facile, il faut faire les bons choix. Et le premier choix que nous avons aujourd'hui, c'est un choix ou même plutôt un devoir, c'est de nous battre. Et ne comptez pas que Kanambe va partir par des discussions, etc. Non. Ou de prière même, il faut le dire. Si, on doit prier. On doit prier, oui. Moi, je suis chrétienne. En agissant. Moi, je suis chrétienne, mais une fois qu'on a fini de prier, il faut faire ce que Dieu nous demande de faire aussi, c'est de nous battre. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Je dis merci, Madame Okeke, et si l'actualité s'y prête, nous reviendrons vers vous pour effectivement d'autres échanges. Ok. Donc, merci.